Pour limiter les dépenses de médicaments, on va réduire le nombre de médecins. Et le souci majeur du pouvoir public dans tous les pays du monde, c'est de maîtriser ces dépenses de médicaments. Et puis, le taux de prise en charge, il est variable en fonction du service rendu du médicament. La seule maîtrise qui est valable, c'est la maîtrise médicalisée. Docteur Rida Keshri, je suis cardiologue, titulaire d'un master de pharmacologie clinique. J'ai exercé la cardiologie dans les hôpitaux de Tunis et j'ai enseigné la pharmacologie à la faculté de médecine de Tunis et à la faculté de médecine de Sfax. La première partie s'est intéressée surtout aux modalités de prise en charge des médicaments par la caisse d'assurance maladie tunisienne. Donc, vous savez, comme vous le savez, dans tous les pays du monde, l'assurance maladie prend en charge les dépenses médicamenteuses à condition que les médicaments soient prescrits par un médecin. Et puis, le taux de prise en charge, il est variable en fonction du service rendu du médicament. Donc, c'est ainsi qu'il y a quatre catégories de médicaments. Les médicaments vitaux, qui sont indispensables à la vie, qui sont remboursables à 100%. Les médicaments essentiels, qui sont remboursés à 65%. Les médicaments de confort qui ne sont pas remboursés du tout. Et les médicaments intermédiaires, c'est-à-dire entre essentiels et confort, qui sont remboursés à 40%. Pour les maladies, il y a deux types de maladies. Il y a des maladies de longue durée, des maladies qui traînent et qui s'appellent affections à prise en charge intégrale. Là, la prise en charge est intégrale. Les médicaments sont pris en charge à 100%. D'ailleurs, même les autres prestations sont prises en charge à 100%. Pour les maladies ordinaires, le taux de remboursement, par exemple, des médicaments essentiels, il est à 100%. Des médicaments vitaux, il est à 100%. Les médicaments essentiels, il est à 76%. Les médicaments intermédiaires à 40%. Et les médicaments de confort ne sont pas remboursés. Donc voilà pour les médicaments. Et le souci majeur du pouvoir public dans tous les pays du monde, c'est de maîtriser ces dépenses de médicaments. Et il y a plusieurs mécanismes qui ont été mis en place. Le mécanisme le plus extrémiste qui a été mis en place en Europe, en Allemagne et en France, il a été mis en Allemagne avec le chancelier Helmut Kohl en 1975, et en France par Madame Simone Veil, ministre de la Santé, en 1971. Et cette décision, c'était le numerus clausus, réduire le nombre de médecins formés, puisque c'est le médecin qui prescrit, c'est le médecin qui est ordonnateur de dépenses. Pour limiter les dépenses de médicaments, on va réduire le nombre de médecins. C'est une application de la loi de l'offre et de la demande. Reste, on ne peut pas appliquer la loi de l'offre et de la demande dans un secteur comme la santé. Et d'ailleurs, ce numerus clausus a été rendu plus sévère lorsque M. Juppé, le Premier ministre Alain Juppé, est venu au pouvoir en 1995. Il a vraiment cédé la vis. Il a réduit d'une manière nette le nombre de médecins formés. Et la conséquence, 10 années après, c'est la pénurie de médecins en France, les déserts médicaux et le recours de plus en plus fréquent aux praticiens étrangers. Pour la maîtrise des dépenses médicamenteuses, il y a les mesures comptables, instaurer un ticket modérateur, une participation des malades, instaurer un plafond, mais ces mesures sont importantes, mais il ne faut pas qu'elles soient les seules. La seule maîtrise qui est valable, c'est la maîtrise médicalisée, lorsque les professionnels de santé sont impliqués dans la limitation, dans la rationalisation des dépenses médicamenteuses. Et ceci passe par une bonne formation des médecins, des pharmaciens et des dentistes, une formation initiale dans les facultés et un bon enseignement de la pharmacologie qui est axé sur la pharmacoéconomie. C'est-à-dire que le professeur qui va leur enseigner la pharmacologie, il doit leur indiquer les coûts des différents médicaments auxquels on peut recourir pour le traitement de telle ou telle maladie. Et puis, il y a la formation continue des professionnels. Et cette formation continue doit être objective et neutre.
elle doit être assurée par une structure publique, des facultés, le Conseil de l'ordre, mais elle ne doit pas être sous la main, sous la tutelle de l'industrie pharmaceutique qui ne peut pas être objective. Voilà, merci.